c'est une représentation d'un peuple en particulier, avec une espèce de barque à gauche et puis un feu qui brûle au-dessus d'une tortue à droite. C'est un peu bizarre d'ailleurs de voir une tortue et un feu comme ça réunis de cette manière. La première question que j'avais envie de poser, peut-être à toi ou aux spectateurs, c'est est-ce que vous aviez reconnu la constellation qui est à droite? Ça devrait aller, celle-là. Il y en a déjà qu'on reconnu Orion. Ouais, c'est bon, ils ont reconnu. Orion, bon, parfait. Oui, c'est Orion. Donc ça, c'est un ciel qui représente les constellations selon les Mayas. Ok. Je passe par un logiciel que tout le monde peut utiliser, dont je parlerai de temps en temps parce que j'utilise des logiciels d'astronomie pour mes recherches. Et donc, je vous invite à ceux que ça intéresse, peut-être que des passionnés d'astronomie sont déjà là et qui connaissent. C'est un logiciel qui s'appelle Stellarium, qui est gratuit et vous pouvez notamment consulter toutes les représentations de toutes les cultures, voilà, qui se sont toutes à travers la planète représentées de telle ou telle manière les constellations. Donc là, on voit que la constellation d'Orion, dont on va parler à quelques passages, est importante pour les Égyptiens, on le sait déjà. Là, elle avait une certaine importance pour les Mayas, parce que notamment, ils représentaient le fameux baudrier d'Orion en une seule entité, qui est là, en l'occurrence, c'est une tortue. Le ciel, pour tous les peuples anciens, depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années, si ce n'est plus, ont toujours fasciné et sont très vite devenus un espèce d'écran géant où ils ont pu projeter à la fois leurs fantasmes, leurs peurs, leurs croyances et pour certains même leur religion. Le ciel et les étoiles ont permis de transposer une certaine croyance, une certaine spiritualité à travers ces astres qui en fait sont ce qui a accompagné le plus l'homme dans la nature depuis très 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 longtemps. C'est quelque chose qui fascine, sur lequel on a un peu plus de mal de nos jours à être fasciné parce qu'on lève plus trop les yeux au ciel, mais à cette époque-là, voilà, c'était très 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 important ce qui se passait dans le ciel. Parfois même, ça pouvait être terrifiant. Des fois, il y a des pluies d'étoiles filantes, des astéroïdes sans doute certains moments, des phénomènes un peu particuliers. Donc le ciel, voilà, le ciel, c'est vraiment, j'ai envie de dire, pour faire le lien avec l'astronomie, c'est un des plus vieux métiers du monde, astronome. Tu avais potentiellement une grande partie des peuples qui pouvaient avoir cette crainte parce que par méconnaissance, mais tu as eu depuis très très longtemps sans doute des sortes de, alors peut-être pas à l'époque, on pouvait peut-être pas les appeler comme ça, mais de prêtres astronomes qui, avec un peu de connaissance du ciel et du fait que bah oui, le soleil en fait, il se lève à tel endroit, il se couche à tel endroit, et par rapport aux saisons, ça se répète d'année en année, pouvaient avoir une certaine emprise sur les populations, notamment en leur faisant croire que bah, si vous êtes pas sage, le soleil demain il se lèvera pas, quoi. Donc c'est de toute façon pour moi c'est aussi, j'ai dit le plus vieux métier du monde, astronome. Je pense que l'astronomie, les astres, c'est aussi lié à une des plus vieilles religions qui soit. Alors j'aurais pu mettre des illustrations par rapport à ça, mais par exemple la grotte de Lascaux, on soupçonne fortement qu'il y ait déjà des représentations de constellations. Il y a le plus fameux la plus fameuse des peintures à Lascaux, c'est un taureau. Moi, j'y suis allé, donc dans une des représentations, c'est pas l'original, mais on voit bien qu'on peut deviner les Pléiades et Aldébaran, qui est l'œil du taureau, qui est justement l'étoile la plus brillante du taureau. Au fil des décennies, surtout là depuis quelques décennies, il commence à y avoir une branche qu'on appelle l'archéoastronomie, qui commence à prendre place de plus en plus sérieusement auprès des historiens et notamment des égyptologues, parce qu'on en parlera sur l'Égypte. Il commence à y avoir des travaux intéressants de scientifiques sur justement ce lien aux astres et comment ça peut se retrouver dans les religions, mais aussi, on verra, dans les bâtiments. On a une petite image avec un petit cercle de pierre au milieu du sable. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Ça y est, on est en Égypte. Ça y est, et on va plus la quitter. Normalement, on va plus la quitter. On fera peut-être des petits écarts, mais en gros, on va rester maintenant sur l'Égypte. C'est pas très original. Là, je trouve que dès qu'on parle de théorie, d'astronomie, de machin, c'est tout de suite l'Égypte. Hein. C'est assez. Souvent, alors que les Sumériens sont pas en reste, hein, pourtant, mais on a plus de tendance à s'intéresser aux Égyptiens. Ce cercle de pierre, il est en Égypte. Pour vous le situer, il est à l'ouest du Nil, à 100 km
en face d'Abou Simbel, dans une zone où jusqu'à il y a 7000 ans, on avait ce qu'on appelle le désert, le Sahara vert, qui a commencé à se retirer justement à peu près à... Alors il a commencé à se retirer dès moins 7000, mais à l'époque où on date ce cercle de pierre, là on commence à avoir du désert dans cette zone-là, et donc ce site s'appelle Napta Playa. Playa comme la plage. Par contre c'était une plage qui avait au bord d'un lac. Hein. On est trop loin du Nil et beaucoup trop loin de la mer. Donc c'est une zone qui est daté, pour ce qui est de l'habitation de ce lieu, entre au moins moins 7000 jusqu'à moins 4000. Et le cercle de pierre, alors on ne sait pas exactement à 700 ans près quel âge il a, mais en gros c'est moins 4700. Okay. On est 2000 ans avant la première pyramide de Djoser, pour situer le truc. Et c'est tout simplement le premier cercle de pierre de l'histoire, en tout cas le premier dont on ait encore la trace aujourd'hui. Et en gros, c'est la première projection, on peut dire, de données astronomiques au sol, comme on pourra en avoir ensuite pour Stonehenge, qui au passage est de la même époque, à peu près, hein, la même époque que les pyramides, moins 3000 à peu près. Et donc, ce qui est intéressant avec ce cercle, déjà, il n'est pas seul, il y en a plein dans le coin. On a quelques autres cercles et on a aussi des grands alignements. Alors, c'est pas des pierres comme à Stonehenge, là, les plus grosses pierres doivent faire 2 mètres, ça fait quelques centaines de kilos tout au plus. Et sur certains alignements, on peut monter à 15 tonnes à peu près. Ce qui est intéressant avec ce cercle, c'est qu'il marque 2 choses intéressantes. C'est bien le solstice d'été qui était très important et qui reste important pour les Égyptiens parce qu'en gros, c'était la période où on avait les crues du Nil qui débarquaient. Et donc, on a d'une part le lever solsticial d'été et de l'autre part, on a déjà, comme on va retrouver sur les pyramides, l'axe nord-sud qui est marqué. Ok, j'ai une petite question concernant ce site. Est-ce que tu sais s'il est d'origine tel qu'on le voit là, ou est-ce qu'il a été reconstitué? Est-ce que les pierres ont été relevées? Est-ce qu'on l'a trouvé dans un état médiocre et on a replacé les pierres comme ça? Parce qu'en Bretagne, il y a souvent des sites, c'est une des choses d'ailleurs, c'est un argument contradictoire à ceux qui essaient d'y voir des cycles astronomiques et des repères pour se repérer dans le temps, etc. C'est qu'il y a certains sites qui étaient dans des mauvais états et qui ont été reconstitués il y a un peu moins d'un siècle, et on a replacé les pierres à certains endroits, soit des fois sans vraiment savoir ce qu'on faisait, des fois c'était approximatif, des fois c'était un peu plus précis. Est-ce que tu sais si ce site-là a été retrouvé comme ça, ou est-ce qu'on a touché les pierres? Alors avec les informations que j'ai, il a été trouvé tel quel, notamment parce qu'en fait la zone elle n'a pas bougé depuis l'époque. C'est une zone qui à partir de moins 4000 est plus habitée, parce que soit les populations elles descendent dans le sud, soit elles viennent se mettre au bord du Nil. Et donc, c'est un désert depuis cette période-là. Et ce qui fait qu'en fait, de ce qu'en disent les chercheurs, ça n'a pas bougé. Et encore moins il y a d'autres alignements, notamment il y a un alignement de pierres, c'est les pierres dont je parlais qui peuvent faire jusqu'à 15 tonnes. Tu as un alignement sur 400 mètres, certains sur 300 mètres, donc c'est assez conséquent. Et on a un marquage du point culminant d'Orion dans ce cas-là. Okay. Et là, on est encore plus sûr que ça n'a pas bougé parce que les pierres sont beaucoup trop lourdes. Mais en tout cas, c'est intact grâce à la désertification du lieu. Je passe à l'image suivante, c'est une représentation du ciel avec une iconographie plus égyptienne cette fois. Alors là, on a une projection des divinités égyptiennes dans le ciel qui correspond au zodiaque de Dendera. Et cette image, elle est là pour montrer, alors difficile de savoir dans quel ordre ça s'est passé, mais en gros, les Égyptiens, et on pense que ça a été posé, en fait les bases de la religion ont été posées à une période pré-dynastique, avant la première dynastie. Tous les dieux, à travers l'histoire de l'Énéade, hein, l'histoire des 9 dieux, ont été identifiés à des constellations ou à des étoiles. Et donc là, ce que j'ai voulu montrer, c'était le plus important, c'était toujours notre constellation d'Orion qui s'appelait Sa, S-A-H, pour les anciens Égyptiens. Enfin, en tout cas, on ne sait pas comment ça se prononce, mais c'est comme ça que ça s'écrivait. Et on retiendra que Osiris était représenté par la constellation d'Orion. Okay. Mais en gros, voilà, chaque astre important va avoir sa divinité assez tôt. On retient Isis qui représente l'étoile Sirius, Sotis en égyptien, et donc Osiris qui représente la constellation d'Orion. Et après, ce qui va être important de garder en tête, c'est
c'est l'identification d'autres dieux, cette fois-ci aux planètes, qui sont des astres un petit peu à part pour les anciens, puisque en fait, c'est des astres qui suivent la course du Soleil et de la Lune et qui ne suivent pas la course de toutes les autres étoiles qui tournent en rond, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'elles ont un statut un peu particulier. Ah, y aller. Donc là, je suis passé à Frédéric à l'image suivante, que tu as nommée les stars du planétarium avec un A maçonnique. On va encore me croire que je travaille pour l'État profond et pour la franc-maçonnerie. Oh. Merci Frédéric d'avoir mis ce A là. Non, c'est la police dans PowerPoint. Vous avez une police, je crois qu'elle s'appelle algériane. Donc, tu vois, rien à voir. Oui, mais je suis dans le collimateur. Je suis dans le collimateur en ce moment, ouais, Frédéric. Et franchement, tu me rends pas service en mettant un A qui ressemble à un compas, une équerre. On va encore me traiter de franc-maçon et considérer que je travaille pour la maçonnerie. Bon, bref. Et tu sais, il faut leur dire que les francs-maçons, c'est comme un peu tout le monde. C'est comme toutes les communautés, c'est comme tous. Il y en a des biens, c'est comme les chasseurs aussi. Il y en a des biens et il y en a des moins bien, c'est tout. C'est pas tout noir, tout blanc. J'ai un oncle qui disait il y en a des biens, mais il parlait pas des francs-maçons. Du coup, cette petite image que tu as nommée les stars du planétarium. C'est un espèce de condensé. Donc en fait, on a comme je le dis là, les stars du planétarium qui vont être identifiées principalement à des planètes pour la plupart d'entre elles, et 2 qui seront identifiées à 2 étoiles dont on a déjà parlé avant. Alors je vais juste tester mes connaissances pour voir si j'ai bien tout en tête. Donc ça, c'est la pyramide de Djoser à Saqqara, la pyramide de Meidum qui appartient à Snéfrou, que j'ai été visiter pour la première fois il y a quelques semaines là quand j'étais en Égypte. Pyramide rhomboïdale de Snéfrou, pyramide rouge de Snéfrou. Donc en fait toute la partie droite, les 3 du dessus, c'est Snéfrou quasiment qui a tout. Ensuite, on a Aret-Roufou, donc la pyramide de Khéops. Le firmament de Djedefre, alors ça je l'ai pas. Après on a Khafré et donc la petite de Menkaure, Mykérinos selon les Grecs. Il y a juste le firmament de Djedefre dont je ne suis pas trop connaisseur, mais voilà, on repart du début, pardon, moi je suis déjà en train de m'éparpiller. Non, mais c'est très bien, t'as fait, donc elles sont dans l'ordre chronologique en effet. On part de la pyramide à degrés de Saqqara qui est la pyramide la première pyramide. Moi, j'appelle la P0, hein, c'est la pyramide originelle. Elle n'est pas encore parfaite dans le sens géométrique, mais elle pose la volonté de faire quelque chose voilà, qui relie la Terre au ciel. Ensuite, on va avoir, donc ça, on est en 3e dynastie. Pour information, donc c'est Djoser qui l'a fait construite via son architecte fameux Imhotep. Okay. Qui a l'idée géniale de faire des pyramides en pierre au lieu de faire des pyramides en briques, ce qui est plutôt une bonne idée pour la postérité, vu qu'il nous reste quasiment que des traces de ces pyramides en pierre, et toutes celles qui sont faites, enfin que ce soit les mastabas faits en briques avant ou pendant, et les pyramides qui sont faites après en briques, ben, il n'en reste pas grand-chose.